dans mon podcast L'âme d'une guerrière, le podcast où l'on plonge tête première dans des sujets variés, sans censure ni tabou. La femme, l'homme, l'humaine et l'humain en soi, la mort et la vie, le sexe et la sexualité, la sensualité. Des sujets de l'art qui méritent d'être discutés et ou dénoncés, de santé et d'alimentation. Quel en est mon but? Nous amener dans des réflexions profondes vers une conscience plus élevée et un monde où chacune et chacun se responsabilise, écoute sa petite voix intérieure pour un demain plus lumineux et libre, libre d'être soi et de l'exprimer. J'y glisserai des méditations guidées et plus. Aujourd'hui, dans l'épisode 4, l'effet Mathilda. Mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que l'effet Mathilda? Vous savez, quand les inventions créées par des femmes sont attribuées à des hommes, un phénomène auquel on a attribué ce fameux nom, l'effet Mathilda. Un terme qui décrit la manière dont la contribution de nombreuses femmes scientifiques ou autres a été minimisée ou tout simplement attribuée à des confrères masculins. Inventions volées. En informatique, astronomie ou chimie, toutes ces inventions offertes sur un plateau d'argent à des hommes qui ne méritaient pas les reconnaissances. Où sont les femmes dans les technologies et les sciences? Dans l'ombre de leurs homologues masculins et pour un grand nombre d'entre elles. Des inventions oubliées par l'histoire, dont les exploits ont été attribués à des confrères masculins. On nous a programmés, nous, les femmes, à être dans l'ombre. De là, l'adage qui dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. On nous a éduqués sournoisement à rester derrière dans beaucoup de situations, dans ce monde patriarcal. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Cet épisode est dédié à toutes ces femmes qui méritent d'être reconnues et à l'agente féminine qui doit prendre sa place, la place qui nous est due. Je souhaite à ma génération et celle à venir de prendre et d'être reconnue pour qui nous sommes, de cesser d'accepter l'inacceptable. Notre valeur est aussi importante. Je souhaite mettre la femme en lumière, car même à notre époque, dans nos entreprises, les hommes se permettent de nous voler la vedette. Et ce n'est pas par ego que je remets les pendules à l'heure, mais plutôt pour remettre l'ego de ces hommes qui se pensent supérieurs à sa place. Et ce n'est pas seulement dans le domaine des sciences ou de la technologie que l'on a constaté le fameux et injustifié phénomène Mathilda. Et je voudrais ici juste préciser, en fait, que je ne veux pas embarquer tous les hommes dans le même panier. Mais c'est tout de même un sujet de l'heure qui est très, très, très répandu. Alors, je continue. Marthe Gauthier, née en 1925 en Seine-sur-Marne, a dédié sa vie à la médecine. Elle commence ses études à l'âge de 17 ans à Paris en 1942, puis réussit le concours de l'internat des hôpitaux parisiens. Se spécialise pendant 4 ans en pédiatrie comme interne. En 1955, c'est l'année de sa thèse en cardiologie pédiatrique. Son directeur de thèse lui propose alors d'aller étudier à Harvard avec une bourse américaine, un homme ouvert pour l'époque. On doit se souvenir que pendant longtemps, la femme avait le droit d'étudier, mais pas de pratiquer. Marthe Gauthier fait partie des tout premiers internes des hôpitaux à Paris à avoir une bourse d'études pour étudier aux États-Unis. Bref, elle sera la première à mettre en évidence la présence d'un chromosome supplémentaire chez des malades. C'est la découverte de la trisomie 21, rien de moins. Sans budget pour faire des photos, c'est un certain Jérôme Lejeune qui propose de s'en charger. Et c'est lui qui publie en 1958 son nom, la découverte de Marthe à qui il a relégué le simple rang d'assistante. C'est seulement en avril, le 30 de l'année 2022, qu'elle recevra finalement la médaille de la Légion d'honneur avant de mourir.
Ada Lovelace, avec son manuscrit, encore en atteste aujourd'hui, décédée à l'âge de 37 ans, a réalisé le premier programme informatique du monde rédigé dans un langage exécutable par une machine entre 1842 et 1843. C'est Charles Babbage qui a profité du travail sur l'algorithme mené par Ada Lovelace. Alice Ball est passée aux oubliettes pendant 90 ans par l'Université d'Hawaï, qui n'a pas reconnu son travail. Cette chimiste née en 1892 est morte en 1916 à l'âge de 24 ans. A été la première afro-américaine diplômée de l'établissement. Première femme à enseigner la chimie et à se pencher sur une huile naturelle des arbres de l'espèce Cholmugra, réputée pour soigner la lèpre, dont elle en a isolé les composants, tout en conservant ses propriétés thérapeutiques. C'est Arthur L. Lean, le président de l'Université d'Hawaï, qui s'est attribué son travail. Esther Letterberg, née en 1922, est décédée en 2006, a découvert ce qui a été nommé le phage lambda, un virus qui infecte notamment la bactérie E. coli en 1950. Pourtant, c'est son mari qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1958. C'est l'astrophysicienne Jocelyn Bell qui a bel et bien découvert le pulsar, un objet astronomique qui pourrait, excusez-moi, être une étoile à neutrons tournant sur elle-même. Non pas Anthony Hewish, qui a seulement construit le télescope aux fins de ses observations. Seulement en 2018, elle a finalement reçu le prix de physique fondamentale et a donné le 3 millions de dollars à des étudiants sous-représentés dans le domaine de la physique. Même chose pour Chien-Chiung Wu et la physique nucléaire, Rosalind Franklin et la structure de l'ADN, Lise Meitner et la fission nucléaire, Katherine Johnson et la navigation astronomique, Sophie Germain, une mathématicienne de génie, et son théorème essentiel pour construire la tour Eiffel. Fait incroyable. Elle s'est même fait passer pour un homme afin de pouvoir étudier à l'école polytechnique. Et ce n'est pas la seule à avoir dû user de ce stratagème au fil des époques. Elle s'avait nommé Antoine-Auguste Leblanc. Sans elle, sans ses fondations mathématiques, un projet comme celui de la Tour Eiffel n'aurait jamais vu le jour. Triste, mais sur la liste des 72 savants inscrits sur cette structure, elle n'y apparaît pas. Comme nous pouvons le constater, tout au long de l'histoire, les femmes ont été ignorées, ont eu droit à des m'explications, un terme que j'ai adoré et emprunté d'un article lu dernièrement. Souvent confrontées à la réalité des lieux de travail nombreusement dominés par les hommes, même aujourd'hui, mais de manière plus sournoise, comme plusieurs ne s'en rendent point compte, on n'en parle pas. Mais on nous parle de très grande progression et même les femmes, par contre, engobent le discours qui mène vers le silence. On nous sert également c'est long arriver à un changement, une égalité, une équité. Pourtant, on parle ici de siècles et de siècles. Le succès encore aujourd'hui n'est pas toujours accordé aux gens qui le méritent réellement. Donc, de nombreuses femmes qui ont mis au point des outils et des innovations n'ont pas été reconnues pour leur travail. Pour en citer encore quelques exemples, les essuie-glaces inventés en 1902 par une femme, et oui, une femme, Mary Anderson, se retrouvant coincée dans un
tramway à New York, dû à une intense circulation ralentie par un jour enneigé. Elle eut l'idée d'une sorte de lame pour retirer la neige des pare-brises. Elle obtint son brevet en 1903. Elle n'est jamais parvenue, après de nombreux essais, à vendre son invention. Quand les voitures ont atteint des vitesses plus rapides dans les années 50, l'essuie-glace est devenu un accessoire complètement indispensable. Et comme son brevet était expiré, eh bien, vous devinez bien, Robert Kearns s'est attribué le mérite. Rota de Salerne, une médecine italienne qui travailla au 11e siècle à révolutionner la médecine féminine en clamant les problèmes de santé des femmes négligés par ses pairs masculins, comme les complications liées à la grossesse et l'hygiène féminine. Elle a aussi beaucoup fait jaser en révélant que les hommes pouvaient également être stériles. À l'époque de la Renaissance, plusieurs niaient qu'elle existait et même qu'elle serait une femme, imaginez-vous. Aujourd'hui, les universités se réfèrent régulièrement à ses études et travaux. La médecine, Candace Pert, avec plus de 250 articles publiés, rien de moins, et nommée la déesse des neurosciences, fut la première à découvrir quelque chose qui a permis des avancées spectaculaires sur les fonctions cérébrales. S'est fait insulter par son supérieur Solomon Schneider en 1978. C'est quand même pas si loin de nous en termes d'années, n'est-ce pas? La fameuse scie à onglet, qui est un outil très masculinisé et dont il serait tellement facile de croire qu'elle ait été inventée par un homme, tout comme le lave-vaisselle, qui pourtant serait plus plausible d'avoir une provenance féminine, mais c'est un lave-vaisselle, un outil, donc masculin probablement. Donc inventé par la jante masculine, n'est-ce pas? Il y a des hommes du passé et même du présent qui ont tendance à nous voler la gloire. J'ai aussi adoré le titre d'un article, Des femmes brillantes, même sans éducation. Parce qu'on doit le dire, les hommes nous bloquaient le chemin vers cette éducation. Donc, nos pionnières s'éduquaient comment? Eh bien, en cachette, et se démarquaient également par leur intelligence innée. Alors, pour revenir à nos moutons, la scie à onglet, la scie circulaire, voyant les hommes en arracher avec la coupe du bois à bras, Tabitha Babbitt, en 1813, crée le premier prototype de celle-ci pour couper de manière circulaire et la fait fonctionner en la reliant à son archet. Étant une tisserande extraordinaire, Joséphine Cochrane souhaitait que la vaisselle se lave plus rapidement par souci de gagner du temps. Donc, ce fut en 1886 qu'elle invente cette machine sans bras ni mains et qui nous permet de faire autre chose pendant que la vaisselle se lave toute seule, en utilisant la pression de l'eau. Brevet déposé en 1917 et ouvre sa première usine de fabrication. Cette invention changera la vie d'abord des hôtels. Vous comprendrez maintenant pourquoi il est important pour les femmes, pour moi, de mettre les barres sur les T et les points sur les I. C'est assez de prendre nos idées pour les transformer au masculin. Humaines pour humains, nous sommes aussi intelligentes. Nous avons le droit à la même place de choix, à être autant reconnus qu'eux. Remettons les égaux à leur place, si vous le voulez bien. Dans l'article Inventrices et brevets à travers l'histoire, paru le 12 septembre 2024, il est cité le lave-vaisselle, les essuie-glaces, le filtre à café, la technologie sans fil, l'énergie solaire. Des femmes des quatre coins du monde sont à l'origine d'inventions révolutionnaires. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui encore, elles sont bien moins nombreuses que les hommes à signer des brevets. Ce fut le cas au Canada et plus particulièrement au Québec.
Mais pourquoi? J'ai été sous le choc lorsque mes yeux se sont posés sur cet article. Je savais que le Québec était arriéré, mais encore aujourd'hui, on s'aperçoit rapidement, après quelques recherches, que nous, les femmes, sommes absentes de l'historiographie des sciences au Québec, ainsi que de cette liste des inventeurs. Du côté des anglophones, elles sont un peu plus nombreuses, mais tout de même très minoritaires. Si les femmes réussissent dans le domaine scientifique, c'est qu'elles proviennent surtout de milieux aisés. Et pour en ajouter une couche, il faut savoir que malheureusement, les Canadiennes françaises sont plus rarement fortunées et étant plus restreintes à l'éducation supérieure qu'au Canada anglais. Vous comprendrez pourquoi maintenant notre absence. En 1967, on se rapproche de nous, là. Environ 3 des femmes canadiennes anglophones étaient diplômées des universités, selon un sondage mené par la Fédération des femmes diplômées des universités, comparativement à 1 des femmes francophones. Nous étions plus souvent qu'autrement réduites au rôle d'assistante ou de technicienne. Une heureuse nouvelle, c'est que nous observons nettement une augmentation des femmes qui accèdent et excellent aux études supérieures dans des programmes de sciences, de génie, de technologie, ce qui entraîne de grandes avancées, notamment dans le domaine médical orienté vers la femme, comme des outils médicaux adaptés à nous, à la femme. Fait intéressant, les femmes sont de plus en plus nombreuses à obtenir un diplôme universitaire comparativement à leurs collègues masculins. L'écart entre les femmes et les hommes se creuse. Selon un article de la presse du 17 mai 2023, en général, les Québécois vont davantage à l'université. En 2021, le pourcentage atteint est de 29,5 3 humaines et humains sur 10, âgés entre 25 et 64 ans, détenaient un diplôme universitaire, une hausse de 4 par rapport à 2016. Bonne nouvelle. Mais les hommes prennent du retard. En 2021, 26 des hommes versus 33 des femmes étaient diplômés d'études supérieures. Si cet écart est assez grand, il l'est encore plus chez les 25 à 34 ans, avec 29,3 chez les hommes et 42 chez les femmes. Mais ce qui choque, c'est que ceci est loin d'être garant d'un revenu équivalent. On est très loin de l'équité face à la gente masculine. Selon un rapport publié dans l'Institut du Québec et le futur Skill Research Lab de l'Université de Toronto, qui écrivait qu'en 2022, oui, oui, en 2022, qu'un an après leur diplomation post-secondaire, les Québécoises gagnent en moyenne 9 de moins que les hommes. Ils grimpent et tenez-vous, restez bien assises et assis, ils grimpent à 16 5 ans après cette même diplomation. Pourquoi? Pour quelle raison? Et sous quel prétexte? Quelles en sont les m'explications à tout ceci? Puisque nous sommes des humaines à part entière, tout comme les hommes, et avons les mêmes capacités intellectuelles. De plus, peut-être sommes-nous plus sérieuses dans nos études, plus responsables. Est-ce que l'homme connaîtrait la valeur, les capacités de la femme et qu'il en aurait peur? Peur d'être dominé par elle? Car disons-le nous, l'intelligence intellectuelle dépasse largement la force physique. Mais nous sommes physiquement majoritairement plus faibles. Alors, est-ce que pour cela, l'homme en profite pour nous conserver en bas de l'échelle, nous garder comme un être de seconde zone? Car pensez-y, si les femmes décident de prendre ce qui lui est vraiment dû, est-ce que l'homme userait au final de sa force physique pour nous ramener à la place qu'ils veulent que nous soyons? Dans un pire scénario,
pourrions-nous penser aux servantes écarlates? Il est important, en se concentrant sur le sujet principal, de faire fi des tabous, des chut, tu peux pas dire ça, ou des ben non, pas vraiment, de se ramener à aujourd'hui dans nos entreprises actuelles pour constater qu'encore bien trop souvent, la femme reste en arrière, que malgré le fait que de plus en plus de femmes accèdent aux études supérieures, qu'elles prennent de plus en plus de place, que les femmes ne sont pas autant prises au sérieux que leurs maris, leurs pères, leurs amis, leurs collègues masculins. Trop souvent aujourd'hui encore, les femmes se font taire, se font voler leur place, leurs idées, par toutes sortes de stratagèmes. Ceci met fin à cet épisode et dans le prochain, je lui ferai suite avec comme sujet le man-interrupting et le mansplaining, le harcèlement et les conséquences non négligeables de ces trois composantes. Alors, je vous remercie énormément de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce podcast, likez, partagez, abonnez-vous. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez tout simplement me faire un don. Les liens sont dans la description. Aussi petit soit-il, ceci va m'aider tout simplement à pouvoir améliorer mon contenu et à pouvoir continuer à faire des capsules comme celle-ci. Au revoir.